Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Le Sénégal et les États-Unis renforcent leur coopération militaire. Les deux pays ont signé un accord de défense. Une première, c'est le premier accord du genre signé par les États-Unis avec un pays africain au sud du Sahara. Une nouvelle plateforme pour la facilitation des investissements dans l'agriculture. C'est un forum qui regroupe des financiers, des partenaires au développement et des banques. L'objectif est d'augmenter les investissements du secteur privé dans l'agriculture. Et puis le Sénégal au Seafood Global Expo de Bruxelles, le salon international des produits de la mer a réuni plus de 75 000 visiteurs et 15 000 exposants. La CEPEX a conduit la délégation sénégalaise. Le Sénégal et les États-Unis ont signé aujourd'hui un accord de défense pour renforcer la coopération militaire. Un accord historique car c'est la première fois que les États-Unis signent avec un pays de l'Afrique au sud du Sahara un accord pareil. Les explications de Thierno Ahmadoussi. Le ministre sénégalais des Affaires étrangères, l'ambassadeur des États-Unis à Dakar, deux autorités, un accord historique. C'est la première fois que les États-Unis signent un accord de défense avec un pays de l'Afrique du Sud-Sahara. Ainsi, une longue démarche concertée se concrétise. Le présent accord est destiné à abroger et à remplacer l'accord conclu entre les États-Unis et le Sénégal concernant le statut du personnel militaire américain et civil du département de la défense des États-Unis, conclu par échange de notes à Dakar les 21 décembre 2000 et 11 janvier 2001. L'accord qui vient d'être signé vient rappeler, comme pour ainsi dire, le caractère exemplaire de la coopération bilatérale entre nos deux pays, non sans en magnifier l'intensité, car il permet de progresser dans son renforcement par la présence permanente de militaires américains au Sénégal. Avec cet accord, une coopération bilatérale exemplaire se solidifie. Il manifeste aussi une convergence de vues entre Dakar et Washington. L'accord de coopération en matière de défense a pour objectif de fixer un ensemble de règles sur la façon dont les forces armées des États-Unis coopèrent avec les forces armées du Sénégal et sur les conditions d'accès et d'utilisation des installations concernées lorsque nos militaires sont invités au Sénégal. En effet, nos gouvernements travaillent en étroite collaboration pour créer davantage d'opportunités économiques pour nos citoyens, protéger nos pays contre les menaces communes et nous épauler dans la quête des idéaux partagés. États-Unis-Sénégal, une relation de confiance mutuelle. Aujourd'hui, la coopération militaire se renforce avec un cadre juridique passé au peigne fin par des experts des deux pays. Dans le secteur de l'agriculture, on parle de cette plateforme de facilitation des investissements dans l'agriculture. C'est un forum qui regroupe des financiers, des partenaires au développement et des banques. L'objectif est d'augmenter les investissements du secteur privé dans l'agriculture. C'est une initiative du NEPAD avec l'appui technique de l'APEX et le soutien de la GIZ Aramdao. La plateforme de facilitation des investissements répond à un objectif spécifique. Accroître l'investissement privé pour la transformation agricole en Afrique, ce qui est le prolongement de la déclaration des chefs d'État sur le PDDA, le programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique. Il a été adopté à Maputo en 2003. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine réunis en juin 2014 à Malabo ont réitéré les principes et valeurs du processus du PDDA, à savoir le respect de l'objectif de 10% des dépenses publiques consacrées à l'investissement agricole, le maintien de la croissance du secteur agricole dans le PIB annuel à au moins 6%. C'est pour rendre opérationnels ces engagements que le NEPAD a mis en œuvre cette plateforme. Le Sénégal, pays agricole, a été choisi parmi les 5 pays pilotes. Le Sénégal a travaillé sur des réformes majeures pour faciliter l'investissement en termes d'agriculture au Sénégal. Nous avons aujourd'hui la suspension de la TVA agricole. Nous avons aussi l'exonération sur le matériel agricole. Nous avons aussi la suppression de la prime fixe pendant les heures de non-production. Donc c'est des éléments qui permettent d'apporter plus de compétitivité dans le domaine agricole. Mais le Sénégal et ses partenaires ont compris une chose, l'investissement public seul ne pourra pas résoudre le problème du financement.
Le défi est d'arriver à plus impliquer le secteur privé. Aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal met plus de 10% de son budget, en tout cas dans le secteur agricole. Et ce qui a permis en tout cas de relever la part du PIB. Mais jusque-là, on a plutôt pensé seulement à l'apport du secteur public dans le développement du secteur agricole. Aujourd'hui, on se réjouit du fait qu'on a pensé, disons, à l'apport du secteur privé. Le volume d'investissement agricole du Sénégal est estimé à 15 milliards. Le Sénégal veut le tirer encore plus haut avec l'appui du privé. Cette dimension fait que la plateforme rassemble des financiers, des banques commerciales, des banques agricoles ou encore des fonds d'investissement. Techniciens et scientifiques africains mènent une réflexion stratégique sur le suivi, la gestion des connaissances et la communication du projet de la Grande Muraille Verte. C'est pour améliorer les conditions de vie des communautés rurales. Les membres du NEPAD et les acteurs du développement ont ouvert ce lundi un atelier scientifique. Anaïs Nyanyamane. La Grande Muraille Verte, programme phare du plan d'action environnementale, est une initiative pour l'espace saharo-sahélien. Le projet, qui s'étend sur 7100 km de verdure du Sénégal à Djibouti, répond aux défis environnementaux. On s'attend à ce que des points de vue soient harmonisés, surtout en termes de gouvernance, en termes aussi de points de vue des scientifiques sur la Grande Muraille Verte, et également des retombées au niveau même des États dans la mise en œuvre. C'est très ambitieux, il y a beaucoup de choses qui se font. Ça n'est plus une grande ligne ininterrompue de plantation forestière qui est le concept de base de la Grande Muraille Verte, mais c'est une série d'actions qui visent à la fois l'environnement, la société, l'économie et donc toutes les composantes du développement des pays considérés. Éradiquer la pauvreté, assurer la croissance et le développement durable sont entre autres les visions du projet à l'horizon 2025. Nous sommes sur la bonne voie. Pour une raison très simple, si vous regardez le Sénégal, la zone de vie du Tchongolé et de Bidou, déjà si vous comparez il y a de ça 2008 à maintenant, vous voyez une transformation totale. Et maintenant nous avons ce qui est important, l'engagement des chefs d'État et de gouvernement qui tous se sont engagés à tenir évidemment la feuille de route. Au Sénégal, des avancées importantes ont été notées. Sur le plan bioclimatique, il y a ce qu'on appelle une remontée biologique. Dans les plantations, les 40 000 hectares réalisés par la Grande Muraille Verte au niveau du Sénégal, nous avons retrouvé un retour des animaux qui avaient disparu, comme le chacal. Il en est de même des animaux reptiles, il en est de même de certains oiseaux. Et nous avons remarqué également que sur le plan climatique, il y a eu une petite baisse de la température à l'intérieur des plantations. Mieux, nous avons remarqué donc qu'autour de la Grande Muraille Verte, il y a le changement d'habitude alimentaire qui s'est impacté par une amélioration de l'état de santé des populations. Considérée comme la plus innovante et la plus ambitieuse initiative menée par les États africains, la Grande Muraille Verte devrait permettre de restaurer les écosystèmes du continent. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie prépare activement le recensement général des entreprises. Ce matin, une séance de mise à niveau a permis de doter les futurs enquêteurs d'outils adéquats pour mener à bien ce projet. L'enquête va commencer par Dakar. Hamid Diop. Cette séance de mise à niveau concerne les agents qui vont effectuer le prochain recensement général des entreprises. À Dakar, plus de 600 personnes sont mobilisées dans le cadre de ce projet qui veut actualiser la base de données des entreprises. L'objectif d'abord, c'est dans le cadre de changement d'année de base. Donc actuellement, les comptes nationaux, c'est-à-dire que la richesse nationale est évaluée sur la base de 1999. Entre 1999 et maintenant, il y a eu beaucoup d'évolutions. Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans l'économie du Sénégal. Donc l'année va être changée. Pour faire ce changement-là et avoir une situation beaucoup plus exhaustive, il faut impérativement procéder à un recensement général des unités économiques pour réévaluer un peu la richesse nationale. Il y a aussi un autre aspect, c'est qu'actuellement, on n'a pas un système d'information sur les entreprises. Ça va permettre aussi de disposer d'un système d'information géographique sur les entreprises du Sénégal. La région de Thiès est la suivante. Les autres vont démarrer incessamment. Sur l'ensemble du territoire, plus de 1000 agents seront déployés pendant presque 3 mois.
Il faut que tous les Sénégalais, et en particulier les acteurs économiques, qu'ils soient mis au courant pour qu'ils puissent accueillir le personnel de collecte pour recueillir les informations dont on demande. L'ANSD recueille des informations et les informations qui seront recueillies seront confidentielles. Elles seront divulguées en aucun cas à personne. C'est le secret statistique. Toutes les unités économiques sont concernées, y compris le secteur informel. Dans la semaine, les enquêteurs commenceront le travail de collecte dans la capitale sénégalaise. L'école itinérante des douanes débarque à Tambacounda. Une vingtaine d'agents de la zone sud vient de bénéficier d'une session de formation sur les règles de procédure et le nouveau code des douanes. Abdoulaye Sinkare. L'idée de cette école itinérante est de mettre les agents au diapason de l'évolution des textes et des règles de procédure. Cette présente session met l'accent sur l'éthique et la déontologie, le nouveau code des douanes et la rédaction des procès-verbaux. Il n'est pas à dire que les agents ne savent pas le faire, mais justement le nouveau code des douanes donne des repères qui ont évolué. Un article qu'on visait, si c'était, je donne à tout hasard, un article 18, la numérotation va changer parce que le nombre d'articles a beaucoup augmenté, parce qu'il a fallu dans le nouveau code des douanes intégrer plusieurs préoccupations. Lorsqu'un procès verbal de douane est très bien fait, le magistrat du parquet qui défend le dossier est à l'aise. Et que le tribunal également qui devra prononcer la sanction le fera sans coup férir. Et c'est tout le Sénégal qui va en gagner. Plus d'une vingtaine d'agents de Tambacounda et Kédougou prennent part à cet atelier qui veut pérenniser la dynamique de performance pour relever les défis du développement. L'objectif, c'est de rendre l'administration beaucoup plus performante. L'objectif, c'est de s'inscrire dans une dynamique de performance qui nécessite une bonne prise en charge de la formation permanente, une bonne prise en charge des actes que nous posons tous les jours. Cette ressource de performance aussi doit être quand même vraiment aussi appréhendée dans aussi un autre facteur qui est extrêmement important, c'est la bonne gouvernance, la transparence et aussi l'éthique. Il faut quand même une formation permanente pour toujours outiller ces agents à aller plus de l'avant. Parce que les défis de développement sont énormes. Vu l'importance de cette école itinérante, les autorités de la douane veulent la rendre semestrielle afin que tous les agents puissent en profiter. La session francophone des leaders en transport urbain, le CETUD veut améliorer la gestion et assainir l'environnement des transports urbains pour plus de fluidité et de sécurité sur les routes. C'est un compte rendu signé Philomène Constance Diagne. Pour venir à bout des multiples problèmes des transports urbains, tels ces embouteillages monstres quotidiens, ce séminaire de renforcement des capacités des acteurs, spécialistes, élus locaux, techniciens, tous ont été associés pour améliorer la gestion de la mobilité urbaine. Formation dont l'objectif est de sensibiliser les décideurs et les techniciens aux questions du transport urbain et une formation dont l'objectif est de créer des réseaux de spécialistes en transport urbain de façon à ce que on construise ensemble, je dirais, les meilleures pratiques dans un but d'améliorer le transport dans les grandes villes africaines. À cette formation participent 15 Sénégalais et 10 représentants de pays étrangers. De leur échange pourraient être élaborés de meilleurs plans d'aménagement des transports urbains dans leurs pays respectifs. Cette formation se déroule très souvent hors du Sénégal, dans d'autres pays, et nous avions l'habitude d'y envoyer des participants. Tenir la session ici au Sénégal nous permet véritablement d'augmenter le nombre de participants. Pour nous, l'objectif est véritablement d'arriver à ce que aussi bien les décideurs politiques que les techniciens qui sont en charge de ces questions de mobilité urbaine comprennent les enjeux et puissent apporter les meilleures réponses possibles pour le cas de Dakar. Ce programme initié par la Banque mondiale est dispensé pour une première au Sénégal. Cela va sans nul doute aider à atténuer le casse-tête des automobilistes. À Thiès, les conducteurs de moto Jakarta disposent désormais d'une mutuelle de santé. L'ambition est de prendre en charge les 3000 conducteurs de mototaxi de la région. Le projet est soutenu par l'Agence nationale de la couverture maladie universelle qui entend le démultiplier dans les autres villes du Sénégal. Tierno Amadoussi. À Thiès, il est rare de circuler sans croiser une moto Jakarta. Les motocyclistes sont plus de 3000 dans la capitale du Rail. Parmi eux, Mohamed Rassoul Mbaye. C'est un métier un peu risquant parce que
de traverser la rue toute la journée, c'est risquant quoi. Un travail difficile. À 25 ans, ce jeune fait face à des risques quotidiens sans prise en charge médicale. Quand je suis malade, j'ai à l'hôpital pour voir ma santé. Si on me prescrit des médicaments, je l'achète. Cette page sombre est tournée pour Mohamed. Avec ses collègues, il vient aujourd'hui adhérer à la mutuelle de santé des conducteurs de moto Jakarta de Thiès. Ils ont compris le sens du message du chef de l'État, qui est de dire que chaque Sénégalais doit s'engager pour la couverture de maladie universelle. Et ce sont les conducteurs de moto Jakarta eux-mêmes qui ont pris l'initiative et qui sont venus nous voir pour nous dire nous voulons mettre en place une mutuelle de santé. Et quand ils nous l'ont dit, nous leur avons apporté tout l'appui technique et financier qu'il faut pour mettre en place ce processus et nous allons continuer à les appuyer. Rien qu'au début, plus de 600 conducteurs se sont engagés. L'œuvre est louable et ils sont pionniers dans leur secteur d'activité. Pour adhérer, c'est simple. Il faut acheter d'abord le carnet à 1000 francs, ensuite faire une cotisation, une modeste cotisation de 3000 francs, de 3500, ce qui nous, pour l'année. Ce qui nous revient, on peut dire, c'est presque 3000 francs, c'est presque 300 francs par mois. À Thiès, la couverture maladie universelle est en marche. Les conducteurs de moto Jakarta pensent à leur sécurité. Pendant ce temps, l'agence en charge de la question a l'ambition de démultiplier cette belle expérience. Si l'essentiel de la population sénégalaise se concentre à l'ouest, tout le monde n'a pas les pieds dans l'eau. Ce privilège d'habiter en front de mer à son prix, c'est d'abord celui du terrain avant de parler de construction et d'entretien, car une maison près de l'océan demande un entretien constant pour retarder l'inévitable corrosion. Bord de mer, le prix des alizés, c'est une chronique signée Omar Diaw. Une bonne partie de la population sénégalaise habite le quart nord-ouest du pays, non loin de la frange littorale. Tous ne résident pas cependant en front de mer. Habiter en bord de mer n'est pas donné à tout le monde. Il faut d'abord pouvoir acquérir un lopin de terre sur la côte. Une fois le terrain chèrement acquis, on peut avoir la surprise de constater qu'il a été vendu plus d'une fois. Si tel n'est pas le cas, il faut le mettre en valeur et donc ramer. Construire en bord de mer nécessite une adaptation aux conditions du milieu hautement corrosif. Les embruns marins, qui sont de fines gouttelettes d'eau salée arrachées à la crête des vagues et transportées par le vent, loin du rivage, sont les grands ennemis des métaux, et particulièrement du fer, de l'acier et de certains autres alliages dérivés. C'est par une simple réaction d'oxydoréduction que le fer capte l'oxygène de l'air et commence à se couvrir de rouille, la lèpre des métaux. Même les fers à l'intérieur du béton ne sont pas à l'abri à la moindre fissure ou d'une remontée capillaire d'eau salée. Progressivement, la peinture s'effrite, les murs deviennent par endroits friables et les dalles peuvent même céder. Les briques en terre cuite, la céramique, le zinc, le bois, l'aluminium, le cuivre, le chrome et le plomb sont les matériaux les plus indiqués près de l'eau. On n'y pense pas toujours ou alors ils sont hors de portée. Certains procédés comme la galvanisation, des produits du genre peinture anti-rouille peuvent ralentir le processus, mais il est inexorable, car à part l'or et le platine, tous les métaux s'oxydent, la nature est ainsi faite. De là à se confectionner des serrures dans le métal des dieux, on hésitera. Front de mer, le prix des alizés, une chronique signée Omar Diaw. Seafood Global Expo, le salon international des produits de la mer, s'est tenu du 26 au 28 avril à Bruxelles. Vieux de plus de 20 ans, le salon rassemble plus de 75 000 visiteurs et 15 000 exposants. Le Sénégal était représenté par l'ACEPEX pour pêcher de nouveaux partenaires. Envoyés spéciaux dans la capitale belge, Pape Belem et Anne-Marie Gomes. Seafood Global Expo ou le Salon international des produits de la mer de Ezel. C'est au nord-est de Bruxelles, en Belgique. Bienvenue à Seafood 2016. Après plus de 20 ans d'existence, le salon est devenu incontournable pour les acteurs de la pêche. 75 000 visiteurs pour 15 000 exposants venus de 40 pays. Ici, on y vient pour 4 choses. Découverte, expo, rencontre avec le client ou partenariat. Des partenaires à chercher et à trouver. Pendant 3 jours, chacun mettra les chances de son côté pour séduire, convaincre et pêcher le maximum de clients. Et les astuces ne manquent pas. Les fruits de la mer dans tous leurs éclats. Poissons, crevettes, langoustes
huîtres, j'en passe. Après la vie en mer, c'est une autre vie qui commence pour ces espèces dans cette sorte d'arène maritime. On y vient, ça fait 20 ans presque, pour retrouver de nouveaux partenaires et avoir des meetings avec nos partenaires qu'on travaille déjà. Et c'est bien de se présenter, de représenter le label Sénégal. À l'heure actuelle, la farine de poisson, oui, est demandée par que ce soit des petits éleveurs locaux, des grosses sociétés d'agriculture locale ou bien destinées à l'exportation. Maintenant, l'huile est plus demandée par des sociétés qui fabriquent de l'aliment, car ils en ont aussi besoin pour l'aliment. Nous récoltons les déchets et les poissons qui ne peuvent pas être destinés à la consommation humaine et nous les transformons en farine de poisson. Sopasen vient au seafood depuis plus d'une décennie pour rencontrer cette clientèle. En tant qu'exportateur sénégalais de produits de la mer, nous devions être là. Le Sénégal présent à ce rendez-vous n'est pas venu les mains vides. La pêche aujourd'hui, c'est un secteur porteur en termes d'économie, mais surtout en termes d'emploi. 193,7 milliards, c'est beaucoup. C'est à peu près 20,3% des exportations. C'est un secteur vraiment en croissance permanente. C'est à peu près 600 000 personnes. Et c'est pour ça que l'Agence sénégalaise de promotion des exportations accompagne le secteur, veut également que cette participation soit une réussite. C'est là où il faut être pour nos entreprises. Cerise sur le gâteau, les produits de mer sénégalais offrent un avantage comparatif. Le Sénégal, c'est très bon, les poissons, c'est très bon, très naturel. Je vais les exporter pour Espagne, pour Chine, pour Cuba, Mexico et Dominique République. Le Sénégal, c'est aussi 700 km de côte, 200 000 marins. Il y a de quoi convaincre. La ZEPEX, qui accompagne le secteur depuis 2008, arrive cette année avec des innovations. Qui veut dire aussi être heureux demain, pour que demain les générations futures aussi puissent bénéficier de la pêche aussi, au même titre que nous en bénéficions aujourd'hui. Notre pays reste un pays de pêche. Autre disposition, l'ouverture d'un bureau économique dans la capitale économique européenne pour mieux vendre la destination Sénégal. Bruxelles est une bonne place à partir de laquelle on peut promouvoir le Sénégal, notamment dans ces nouveaux paradigmes qui sont édictés par Monsieur le Président de la République à travers le plan Sénégal émergent qui est devenu aujourd'hui assez attractif. Une stratégie qui porte déjà ses fruits. En 4 ans, la pêche a fait une croissance de plus de 20% du volume des exportations. Le 31 décembre 2015, le bilan a fait état de 13% de croissance, soit 1370 milliards de francs CFA. Reportage de Anne-Marie Gomis et Pape Belem au Salon international des produits de la mer qui s'est tenu à Bruxelles. Chez nous ici, on va parler de Carrefour d'actualité qui a reçu l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal. Les étudiants en journalisme au Centre d'études des sciences et techniques de l'information, le CESTI, ont fait le tour des questions d'actualité qui interpellent le Sénégal et les États-Unis. C'est un compte-rendu signé Ndeye Aïda. Plusieurs sujets à l'ordre du jour de ce carrefour de l'actualité du Centre d'études des sciences et techniques de l'information. L'élection présidentielle aux États-Unis, l'entrepreneuriat des jeunes, la coopération sénégalo-américaine et récemment les prisonniers libérés de Guantanamo accueillis par le Sénégal. Nous sommes très reconnaissants de la décision du Sénégal d'accepter 2 ex-détenus de le centre de détention à Guantanamo. C'était une décision très humanitaire et nous avons beaucoup d'appréciation pour l'aide du Sénégal pour nos efforts de poursuivre la fermeture de ce centre de détention. Nous nous sommes dit qu'il y a suffisamment de questions dans l'actualité qui interpellent les États-Unis. C'est en rapport avec l'élection présidentielle parce que quelque part les Sénégalais ils se passionnent de politique américaine. La lutte contre ce qu'on appelle le radicalisme religieux. Donc ce sont ces questions qui nous ont amenés à demander à l'ambassadeur de venir au CESTI dans le cadre d'échanges avec les étudiants. L'ambassade des États-Unis est un partenaire stratégique du Centre d'études des sciences et techniques de l'information et il appuie l'Institut de formation des journalistes dans plusieurs domaines. Nous avons eu en 2012 à couvrir l'élection présidentielle
pendant 5 semaines avec des envois spéciaux dans les régions. C'était grâce à l'appui financier de l'ambassade des États-Unis. Toujours dans le cadre de nos activités pédagogiques, il arrive que des experts américains de passage à Dakar soient orientés vers le CESTI par l'ambassade des États-Unis. Il y a aussi des sessions de formation qui sont organisées pour les étudiants du CESTI. En même temps, l'ambassade confie au CESTI des missions de formation, notamment dans le domaine des réseaux sociaux, dans le domaine des nouveaux médias. Et puis le deuxième axe, c'est le relèvement du plateau technique du CESTI. Ces mercredis, carrefour de l'actualité, sont des rendez-vous institués par le CESTI. Objectif, permettre aux étudiants de débattre des questions de l'heure. Le CESTI a déjà accueilli plusieurs personnalités interpellées par l'actualité. Patrimoine culturel et développement touristique, un levier de croissance pour le plan Sénégal émergent, c'est le thème des journées nationales du patrimoine qui sont prévues du 6 au 8 mai. La direction du patrimoine culturel était face à la presse pour revenir sur l'importance de ces journées. Aminata Mbengfal. Après 5 années de pause, les journées nationales du patrimoine vont reprendre. Elles se tiendront dans le sillage de la célébration de la Journée mondiale du patrimoine africain, prévu le 5 mai. Les JNP constituent une tribune pour les acteurs culturels sénégalais. Ces journées participent d'une part à mieux faire connaître le patrimoine culturel dans ses différentes facettes, d'autre part à sensibiliser les populations, notamment la frange la plus jeune, les scolaires, sur la nécessité de protéger et de préserver le patrimoine culturel. Et pour une autre raison, c'est également dans le cadre de la promotion et de la mise en valeur de ce patrimoine. Patrimoine culturel et développement touristique, un levier de croissance pour le PSE, c'est le thème retenu pour cette édition. Dans le projet PSE, quand vous regardez le tourisme, allez vers le tourisme, vous allez voir ce que vous trouverez. Les grands projets intégrés du PSE pour le tourisme, c'est des projets intégrés autour de Gorée, de Saint-Louis, du Pays Bassari. Nous avons 7 sites classés au patrimoine mondial, 7. Ce qui est considéré par les autres comme un véritable gâchis. Les pays courent derrière un seul classement. Mais ce n'est pas à nous de fabriquer le produit touristique. Nous, on classe, on inventorie, on sort tout ce qui peut être intéressant. Mais c'est les touristes qui sont les professionnels qui peuvent produire un circuit en disant, ça existe, allez vers ici, allez vers là, et le mettre sur les documents qui vendent la destination Sénégal. Valoriser les circuits touristiques pour mieux vendre la destination Sénégal, cela passe également par la réhabilitation des lieux de culte et de mémoire. Cette année-ci, on a un programme. Le ministère a réussi à obtenir un programme financé, bien sûr, par le budget. Et les lieux de mémoire auxquels les populations sont plus rattachées. Les populations sont beaucoup plus rattachées à Gouindjouli si vous allez dans le Saloum. Parce que ça leur rappelle un peu l'intronisation des Guelwaars, des rois du Saloum. Si vous allez à Yang Yang, dans le Jolof, ils croient beaucoup plus peut-être à cet espace. D'autres, c'est Dekhelé. Il n'y a rien. On vous parle des femmes de Nder, de Talata Nder, mais vous allez à Nder, vous ne voyez rien qui symbolise qu'ici, des femmes se sont sacrifiées pour leur pays. Ces journées nationales, prévues du 6 au 8 mai prochain, seront l'occasion de développer une large réflexion à travers des panels, expositions et animations culturelles sur toute l'étendue du territoire national. À l'occasion de la Biennale d'art contemporain de Dakar, le groupe EMIC va sensibiliser et former des artistes sénégalais aux arts numériques. C'est un partenariat avec Keur Thiossane. 3 artistes européens de renom sont invités à initier des artistes sénégalais dans le cadre d'un atelier de résidence suivi. Les spectacles de restitution du Dakar Carrefour des Cultures aura lieu les 3, 7 et 10 mai. Jeanne Dior. Dakar Carrefour des Cultures, un concept qui consiste à soutenir des artistes sénégalais dans leurs moyens d'expression. À travers l'art numérique, les artistes vont montrer leurs performances grâce à une nouvelle pratique artistique qui allie animation et designer, la vidéo mapping. Le choix de la capitale sénégalaise d'accueillir ces spectacles n'est pas fortuit. C'est une ville qui consiste et qui se nourrit par maintes influences artistiques, économiques, sociales, politiques.
Et c'est justement cela ce qu'on voudrait refléter avec nos projets. Une technique assez innovante de projection vidéo sur les bâtiments. C'est ce qu'on peut appeler projection illusionniste, qui permet de donner une impression de changement sur une architecture d'un bâtiment. Le projet Carrefour des Cultures promeut une collaboration des artistes sénégalais et européens. 3 de ces derniers sont en atelier depuis le mois d'avril avec 9 artistes sénégalais qui semblent désormais maîtriser la technique. Parce qu'on voyait ça à la télé, mais on ne savait pas ce qui se passait derrière. Mais là, on a su ce qu'il y a derrière, le gros du travail, la manière d'apprendre à comment faire une projection sur n'importe quel support. C'est difficile dans la mesure où ça demande une réflexion, parce que c'est le côté artistique. Faut savoir appréhender, il faut savoir comment faire pour transformer quelque chose en 3D. Les 3, 7 et 10 mai, les artistes vont faire la restitution. Ils promettent un spectacle magique. C'est magique parce qu'elle prend vie et tu peux montrer différents univers parce que nous allons faire ça. Nous allons montrer différents effets, différents concepts, différentes idées et tout projeter avec beaucoup de spectacularisation. L'Union européenne apporte sa touche à la Biennale de Dakar. L'institution supporte l'activité de la vidéo mapping, ce en collaboration avec le réseau unique qui regroupe les instituts culturels des pays États membres de l'UE. Depuis quelques années, c'est plus ou moins des activités ponctuelles qu'on voit. Voilà, ici, ça sera une activité artistique qui est bien, qu'il faut soutenir. Et dans ce cadre, maintenant, on finance aussi ce programme de unique sur les vidéo mapping. C'est un programme de 150 000 € pour cette année 2016. L'hôpital de la Médina, communément appelé Polyclinique, la gare ferroviaire et l'hôtel de ville de Dakar serviront de support aux artistes vidéo mapping qui vont donner une autre image de ces bâtiments architecturaux à travers une projection. Jeanne Dior, c'est donc le groupe unique qui va sensibiliser et former des artistes sénégalais aux arts numériques. Vous pourrez suivre après ce journal une page spéciale consacrée au passage du Sénégal devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. On débat sur le thème eau, paix et sécurité. Il en ressort qu'il faut promouvoir le dialogue, la coopération et la prévention pour une gestion efficace et intégrée de l'eau. Et puis tout de suite après, vous aurez droit à votre magazine hebdomadaire, la Minute DGID, consacrée ce soir à la demande de grâce en matière fiscale, communément appelée remise gracieuse. Quelles sont ses conditions d'intervention? Quelles sont les catégories d'impôts visées et celles des impôts exclus? Réponse tout à l'heure avec l'inspecteur Morphal dans la Minute DGID. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve tout de suite après le générique. Place donc à la page spéciale consacrée au passage du Sénégal devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. On débat sur le thème eau, paix, sécurité. Il en ressort qu'il faut promouvoir le dialogue, la coopération et la prévention pour une gestion efficace et intégrée de l'eau. Nous retrouvons nos envois spéciaux. Mesdames, Messieurs les représentants des pays membres du Conseil de sécurité, chers invités, après la signature historique ce matin de l'accord de Paris sur le climat, l'occasion m'est encore donnée de féliciter les acteurs au premier rang, desquels je voudrais saluer le président François Hollande, ainsi que Madame la Présidente de la COP21, ici présente, Ségolène Royal, mais saluer également le rôle ô combien important du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, et féliciter l'ensemble des États qui se sont succédés pour signer cet accord historique. Le Sénégal a proposé cette réunion en formule AREA dans le cadre de son mandat au Conseil de sécurité pour contribuer à la prise de conscience sur la situation des ressources en eau dans le monde
et des risques de conflits qui pourraient en résulter. J'ai tenu à y participer personnellement pour marquer l'importance que le Sénégal attache à la question. Je vous remercie tous d'avoir honoré cette rencontre de votre présence. Avec 2% du volume total de l'eau sur la Terre, l'eau douce représente une ressource stratégique, inégalement répartie entre les 7,350 milliards d'habitants de la planète. Des millions de personnes à travers le monde n'ont pas accès à l'eau. Et 80% des maladies contemporaines sont d'origine hydrique. Tout laisse croire que les ressources en eau douce resteront un enjeu considérable au sein et entre les nations, en raison de l'accroissement démographique, de l'urbanisation galopante et des pressions multiples pour les besoins de l'agriculture et de l'industrie. Les projections statistiques montrent que les prélèvements sur la ressource augmenteront de 50% d'ici à 2050. L'eau est source de vie et de bien-être lorsque son usage fait appel à l'esprit de coopération et de partage. Mais sans la sagesse que requiert la concertation, elle peut être une cause potentielle de conflit, voire une arme de guerre. Défis économiques et sociaux, défis sécuritaires et de coexistence pacifique autour d'une ressource de plus en plus rare face à des besoins sans cesse croissants. Voilà ce qui fonde la pertinence du débat sur l'eau au XXIe siècle. Ce débat interpelle tout naturellement le Conseil de sécurité des Nations Unies, responsable au premier chef du mécanisme de sécurité collective des nations. Il interpelle aussi la conscience universelle, parce que nous sommes tous concernés. En posant le débat ici, selon la formule AREA, le Sénégal a souhaité associer le plus grand nombre de parties prenantes dans toute leur diversité pour replacer la problématique de l'eau au cœur de nos priorités. Pour une question d'intérêt commun qui appelle des solutions concertées, chacun assurément a son mot à dire. En posant le problème, nous souhaitons baliser le chemin d'une approche holistique pour une prophylaxie des tensions autour de l'eau par la concertation et la coopération. Si gouverner c'est prévoir, il serait dommageable pour la paix mondiale que les décideurs laissent une question aussi sensible et potentiellement conflictuelle entre les mains des seuls techniciens. De plus, dans une vision de relations internationales apaisées au XXIe siècle, l'usage de l'eau ne peut être réduit à sa seule dimension socio-économique, à l'exclusion de ses enjeux politico-sécuritaires et environnementaux. L'accord de Paris que nous sommes venus signer, que nous avons effectivement signé, nous le rappelle opportunément. Les défis sont certes immenses, de même que les raisons d'être inquiets, mais les raisons d'espérer le sont tout autant, car, et c'est une bonne nouvelle, nous n'avançons pas en terrain inconnu dans la gestion concertée des ressources hydriques. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, 200 traités portant sur une soixantaine de cours d'eau internationaux ont en effet été conclus. Ce sont là autant d'indicateurs de la volonté des États d'exploiter les ressources en eau dans un esprit de partage et de coexistence pacifique. En tant que dépositaire privilégié des traités internationaux, l'Organisation des Nations Unies et son réseau institutionnel à travers le monde peuvent aider à l'émergence d'une conscience et d'une pratique universelle fondée sur l'hydrodiplomatie au service de la paix et de la sécurité mondiale.
C'est toute la finalité de l'initiative sénégalaise. Nous entendrons d'abord M. Miroslav Djinka. La détérioration de l'accès à l'eau risque d'exacerber des vulnérabilités qui conduiront à la pauvreté, alimenteront la grogne sociale et viendront conduire à l'instabilité. Les problèmes liés à l'eau empêcheront les pays de produire des aliments, de produire de l'énergie, ce qui représentera un grave risque pour la sécurité alimentaire mondiale et la stabilité économique. Les pénuries en eau peuvent également conduire à des instabilités régionales alors qu'il y a une concurrence de plus en plus forte sur des ressources hydriques transfrontières qui risquent de causer ou d'exacerber des tensions entre les pays selon qu'ils soient en amont ou en aval. Excellence, voilà les défis à relever. La possibilité d'une gestion partagée de l'eau qui peut servir de catalyseur pour renforcer la coopération régionale, ce potentiel est bel et bien réel. Les Nations Unies ont lancé des efforts de prévention diplomatique afin de promouvoir et d'appuyer la coopération régionale en matière de gouvernance de l'eau et de gestion des ressources en eau. Nous devons avoir une préoccupation commune pour notre terre, gérer l'eau, éviter les conflits, c'est un défi constant. Cette ressource naturelle nous demandera toujours de participer davantage, pas moins au niveau local comme régional, au niveau national, mais en particulier de manière transfrontalière avec nos voisins. Ce n'est pas nouveau, les communautés se battent entre elles pour l'eau et l'accès, notamment dans les zones reculées et rurales, mais également dans des zones urbaines. Il y a des problèmes. Ces problèmes sont souvent imposés par des limites et également par l'accès illégal aux communautés dans des endroits très pauvres. Chaque personne, chaque État doit se demander quelle est ma responsabilité en eau, quelle est notre responsabilité, que puis-je faire, à qui appartient l'eau locale, qui gère les eaux locales. Quels sont les droits, les devoirs liés à l'accès, à la distribution, pour l'intégrité de l'environnement, pour les avantages à long terme des populations, afin d'aider les communautés. Nous avons besoin de solutions pour l'eau. Nous devons comprendre les questions techniques, pratiques, pour coopérer avec les hommes, les femmes, les personnes âgées, même les enfants qui voient ce qui arrive à l'eau ou à l'absence d'eau. Une question que nous devons poser aujourd'hui en particulier, c'est la suivante. Combien d'enfants meurent de manière prématurée de maladies hydriques qui peuvent être empêchées? L'eau comme outil pour promouvoir la paix et la réconciliation. Il faut que nous travaillions ensemble pour ne laisser personne sur le bord du chemin. Nous avons besoin d'une éthique de l'eau, une dynamique de l'eau. Il nous faut des normes basées sur la bonne gestion. Il nous faut des dirigeants, des leaders de l'eau qui savent instinctivement comment préserver l'eau pour les communautés. Au vu de la recherche et des enquêtes dans les pays en développement, on sait bien que les femmes et les enfants sont ceux qui sont les plus touchés par la pénurie en eau. Cependant, ce sont eux dans le monde entier aujourd'hui qui ont la responsabilité la plus importante pour apporter l'eau à leur famille. Je vais donner la parole au haut commissaire de l'OMVS, Fleuve Sénégal, M. Kabinet Komara. Et notre organisation, l'OMVS, est citée comme modèle dans ce genre, en ce sens que depuis sa création, elle a réalisé un certain nombre d'ouvrages qui font aujourd'hui date, en tout cas dans la sous-région. Et comment nous sommes arrivés là? C'est parce que l'OMVS est basé sur deux principes fondamentaux qui sont uniques au monde. Le premier, c'est que le fleuve et l'ensemble des influences sont une propriété commune des États. Aucun mètre cube de l'eau de ces bassins n'appartient à un seul État. Tous les États l'ont en partage. Le deuxième principe cardinal qui est l'ADN de l'OMVS, c'est que tout ouvrage à construire sur le fleuve est propriété commune des États, qu'ils soient situés en Guinée, au Mali, au Sénégal ou en Mauritanie. Les États conçoivent le projet ensemble, recherchent le financement ensemble, repayent la dette ensemble et l'exploitent ensemble. À la différence des autres pays, l'eau n'est pas partagée entre les pays. L'eau est partagée entre les usagers du pays. Les agriculteurs du Sénégal, du Mali, de la Gambie et de la Mauritanie, de la Mauritanie et du Sénégal se réunissent ensemble. Les usagers de l'électricité, des usagers d'eau potable, c'est l'ensemble de ces usagers qui régulièrement, tous les 3 mois, se réunissent pour définir les paramètres de gestion de l'eau. Ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir de conflit entre États puisque les usagers sont répartis entre tous les États. Le développement induit dans les États membres contribuera à consolider le climat de confiance et d'apprécier
les dividendes de la solidarité, consolidant ainsi la paix et la stabilité dans la sous-région. C'est un peu vous dire l'importance de ce projet qui est un véritable instrument d'intégration et aussi de paix et de sécurité dans l'espace OMVG. La particularité de l'OMVG, c'est qu'il ne gère pas qu'un seul bassin fluvial. Donc il gère, à la différence de beaucoup d'autres, 3 bassins fluviaux qui sont sous sa juridiction. Donc cela dénote déjà aussi la dimension du rôle qui lui est assigné. L'eau, qui est la source de vie, bien évidemment, est à la fois rare et en même temps menaçante. On a à faire face à cette double menace. Elle est rare parce qu'il y a une progression avec le réchauffement climatique, de la sécheresse, de la pénurie, et elle est menaçante parce qu'avec les perturbations atmosphériques et climatiques, nous avons de plus en plus d'inondations, de submersions et de pluies violentes. Donc c'est un paradoxe, c'est qu'on subit les deux méfaits. L'absence d'eau tue 10 fois plus que les guerres, et chaque jour 4000 enfants en meurent. Le manque d'eau coûte à certains pays des points très importants de production. Sur le lien avec la sécurité, qui est en effet un excellent sujet, le lien entre l'eau et la sécurité, au fond, il y a 3 sécurités qui sont menacées par la question de l'eau. La sécurité alimentaire, c'est tout le problème de l'eau et de l'agriculture. La sécurité sanitaire, c'est la question de la pollution de l'eau. La sécurité, et puis du manque d'eau. La sécurité énergétique, on le voit avec la baisse du niveau de l'eau dans les fleuves et des barrages parfois qui sont à sec. Et donc la sécurité tout court, parce qu'on sait aussi que les conflits autour du contrôle de l'eau, de l'accès à l'eau, provoquent des migrations massives de population. Donc il faut gérer l'eau intelligemment, mettre en place des gouvernances, comme ça vient d'être dit, notamment avec l'exemple de la gouvernance sur le fleuve Sénégal. Ce sujet est absolument majeur. Et les conclusions, les travaux qui auront lieu au cours de cette réunion seront pris en considération dans le travail que j'ai à accomplir en tant que présidente de la COP 21 pour que les coalitions, et notamment les coalitions autour de l'eau, intègrent les réflexions qui sont faites aujourd'hui avec cet angle d'approche sur la sécurité qui est tout à fait pertinent et pour laquelle je remercie une nouvelle fois cette initiative du Sénégal qui a été prise vraiment au bon moment et avec des objectifs opérationnels à obtenir rapidement, tant il y a de millions de personnes à l'échelle de la planète qui souffrent de ce manque d'eau et de cette mauvaise qualité de l'eau. Nous pourrions assurer, Monsieur le Président, que vous avez choisi un des plus importants thèmes pour nous, pour la vie, l'eau, la paix et la sécurité. Pendant que cette réunion dans le monde vivent en pénurie sévère en eau et potable, qu'environ d'1 milliard de personnes dans les zones en développement n'ont pas l'accès à l'eau. Mon pays, Angola, est riche en ressources hydriques. Les autres plateaux sont la source des cours de l'eau qui se transforment en fleuves. Nous avons une gestion et aussi une gestion conjointe des bassins comme les bassins de Congo, les bassins de Zambèze et le bassin de Okavango, aussi le bassin de Konen. L'Angola s'engage avec les pays voisins, en particulier avec la Namibie et le Botswana, dans des projets ambitieux visant à la protection de la biodiversité, la gestion de l'eau et ses bassins. L'eau, c'est la vie et c'est aussi la forme unique de coopérer dans le monde pour ce grand problème qui, aujourd'hui, avec l'accord de Paris, nous avons assigné pour confirmer que les échanges de climat aussi représentent avec l'océan pour préserver l'eau dans le monde. L'expérience nous montre que les conflits pour l'eau non seulement éclatent entre les États, mais aussi au sein même des États. Face à ces risques, la diplomatie de l'eau, comme nous le disait le président Macky Sall, c'est-à-dire les initiatives de dialogue, de coopération visant à parvenir à des accords qui permettent une gestion en commun par les différents acteurs concernés des ressources hydriques qu'ils partagent. Cette coopération donc va jouer un rôle fondamental et pourra contribuer à régler des différends et prévenir des conflits. Nombreux sont les pays qui aujourd'hui ont encore besoin de politiques